bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux pour ce webinaire qui a pour objet l'inventaire cryptographique et la découverte cryptographique. Vous savez qu'on est dans un moment où tout bouge très vite en termes de cryptographie, notamment avec l'avènement de l'ordinateur quantique et de la PQC, mais on va voir ça en détail. Et donc, on va aujourd'hui essayer d'avoir les idées un petit peu plus claires sur eh bien, ce sujet de l'inventaire cryptographique qui est nécessairement une étape première, initiale, dans une migration PQC réussie. Alors, aujourd'hui, donc vous avez 2 interlocuteurs. Moi-même, Charles Papin, je travaille chez Cryptonext Security en tant que Product Line Manager. Donc je suis ingénieur en cryptographie et puis je travaille particulièrement sur notre offre de Discovery aujourd'hui et j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir dans ce webinaire Jean-Julien. Bonjour Jean-Julien. Bonjour Charles, merci beaucoup. Jean-Julien Levado, cofondateur d'Evertrust et directeur technique. Donc moi je travaille sur les sujets de tout ce qui est PKI conscience numérique depuis une vingtaine d'années et j'encadre en fait la R&D d'Evertrust et je donne la direction pour les produits. Merci beaucoup Jean-Julien. Donc je crois qu'il y a 2 slides pour présenter rapidement nos 2 entreprises. Voilà, donc pour Cryptonext, vous commencez à nous connaître, c'est pas le premier webinaire qu'on fait. Donc nous, on est sur le créneau de la PQC. On a au départ une librairie post-quantique qui intègre tous les algorithmes standardisés par le NIST et par les agences européennes et qui est déjà intégrée dans des produits de sécurité de Thales ou d'Eviden par exemple. Et puis au-delà de ça, on vient proposer des solutions pour faciliter la migration post-quantique de nos clients, que ce soit sur la phase de découverte, avec des outils de discovery cryptographique, la phase de protection, de remédiation avec notre librairie post-quantique, et puis enfin la phase de management pour avoir une facilité de management des usages de la cryptographie, notamment dans les applications. Voilà pour nous en quelques mots, et pour toi, Jean-Julien. Nous, Evertrust, donc éditeur en fait spécialisé dans la confiance numérique, donc français et donc européen souverain. Depuis 2017, globalement en fait, on développe une plateforme complètement unifiée qui vous permet de faire 2 choses de la PKI, donc aussi bien sur les aspects legacy que sur les aspects PQC, et aussi du CLM, donc CLM qui repose en fait essentiellement sur 3 piliers: l'inventaire à la découverte, donc qui est le sujet d'aujourd'hui, l'automatisation et la gouvernance qui le sont moins. Merci Jean-Julien. Et donc voici ce qui nous attend aujourd'hui. On va refaire un tour quand même sur l'importance de démarrer dès aujourd'hui la phase d'inventaire ou de découverte. C'est utile à plusieurs titres, parce que évidemment la technologie quantique avance et puis la régulation avance. On va voir ça en détail. Ensuite, on va faire un focus sur les certificats puisqu'on a la chance d'avoir le CTO d'Evertrust aujourd'hui. On va vraiment faire ce focus sur ces certificats, comment migrer, et puis quelle importance ça a, les certificats dans le cadre de la migration post-quantique. Et puis enfin, on va vous parler d'un partenariat qu'on monte avec Evertrust pour assurer la plus grande visibilité de vos assets cryptographiques dans vos infrastructures. Mais commençons déjà par la première partie pour motiver le choix de ce webinaire. Pourquoi est-ce que c'est si important de commencer dès maintenant la phase d'inventaire? Alors, il y a une slide que je montre régulièrement, qui est celle-ci, qui consiste à dire que la cryptographie, bon, jusqu'à très récemment, c'était un sujet de geek en sweat à capuche dans des caves, et que finalement, voilà, c'était considéré comme quelque chose d'infiniment robuste, et pour lequel il ne fallait pas forcément se soucier des algorithmes sous-jacents, etc., etc. Mais on se rend compte que maintenant, avec l'ordinateur quantique et tout les vulnérabilités que ça crée vis-à-vis des algorithmes qu'on pensait de tout temps solides, résistants comme RSA et tout ce qui est basé sur les courbes elliptiques par exemple, eh bien on a une architecture, une infrastructure qui vacille parce que la cryptographie, c'est la root of trust, vraiment la racine de la sécurité. Dans tous les objets de cybersécurité, il y a un moment de la cryptographie, et si vous touchez à la sécurité de ces implémentations cryptographiques ou à la sécurité tout court des calculs sous-jacents, des fondations mathématiques, si on se rend compte qu'il y a une vulnérabilité dans ces fondations mathématiques, eh bien c'est tout l'édifice qui s'écroule. Alors je cite quelques exemples. Les signatures ne prouvent plus rien, donc ça c'est un vrai sujet pour les certificats par exemple. La confidentialité n'est plus assurée. Tout le monde peut faire semblant d'être un utilisateur légitime de votre réseau. La réputation évidemment
est touché et les coûts de remédiation sont très grands. Donc réellement, on la voit pas souvent la cryptographie, mais quand il commence à y avoir un problème de sécurité dessus, les ennuis peuvent commencer. Donc la migration post-quantique avec donc l'ordinateur quantique évidemment vient heurter la sécurité des algorithmes classiques et donc il va falloir faire une migration qu'on va appeler post-quantique, c'est-à-dire changer tous les anciens algorithmes, mais vous savez ça très bien maintenant, tous les anciens algorithmes classiques, traditionnels, avec des algorithmes post-quantiques. Et juste, je vous mets une phrase qui m'a marqué récemment, hein, c'est la semaine dernière qu'on a eu, pardon, c'était la précédente, merci, la semaine dernière qu'on a eu cette réaction d'un RSSI d'une agence gouvernementale française hein, qui a dit que la migration post-quantique, c'est le plus grand saut technologique qu'il avait à faire de toute sa carrière et il avait une carrière assez longue derrière lui. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite incise. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que le temps est compté hein, pour faire cette transition. Alors déjà parce que la technologie quantique avance très vite avec des percées très fortes, notamment dans les derniers mois. Ça, c'est une première chose, c'est une première ligne d'action. Et la deuxième, c'est que la régulation évolue très vite aussi. Là, je vous ai mis un chiffre emblématique de 2035 qui va être la date à laquelle le NIST va arrêter de qualifier, de certifier des produits embarquant du RSA, par exemple, mais toutes les agences, que ce soit françaises, européennes, australiennes, anglaises, ont ce genre de date, si vous voulez, entre 2030 et 2035. Les produits de sécurité ne pourront plus embarquer de la cryptographie classique. Donc ça vient très vite, hein, on parle d'échéance 5 à 10 ans. Or, les migrations dans le monde de l'IT, vous le savez, ça prend du temps. Et donc, c'est une migration complète post-quantique, c'est-à-dire où toute l'infrastructure est désormais quantum safe, sans algorithmes asymétriques traditionnels qui sont vulnérables. Eh bien, une migration complète avec toutes les phases réalisées les unes après les autres, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Et donc, vous voyez qu'on est en 2025, la deadline imposée par le NIST, c'est 2035, et donc finalement, il reste que 10 ans. Donc, il faut commencer dès maintenant, d'autant plus que les coûts sont d'autant plus hauts que l'on s'y prend tard. Et donc, il y a vraiment une incitation à commencer dès maintenant pour éviter de faire croître les coûts de manière non maîtrisée. Et donc, en termes de roadmap, alors ça c'est très intéressant. Il y a deux publications coup sur coup qui sont sorties. Une du NIST Cooperation Group, qui est un organisme au niveau de l'Union européenne, hein, auquel participe évidemment l'ANSSI, qui a donné trois grandes dates avec des choses à accomplir pour chacune de ces trois dates. Et donc, vous voyez que tout d'abord, en fin 2026, eh bien, l'Europe dit il faut avoir créé et maintenir à jour un inventaire des assets cryptographiques. Ensuite, en fonction du risque des données sous-jacentes, vous voyez qu'il faut déjà avoir commencé des pilotes dès fin 2026, que pour les assets à haut niveau de risque, eh bien, dès 2030, il faut avoir complété toute la remédiation autour de ces données à haut risque. Hein. Par haut risque, on parle par exemple qui nécessitent de la confidentialité de long terme ou alors qui représentent un enjeu stratégique pour l'entreprise, évidemment. Et puis ensuite, pour les données de risque moyen ou plus bas, c'est jusqu'à 2035 qu'on l'on peut les remédier. Pour ce qui est de la ligne en dessous, la ligne excuse-moi Nicolas, ouais, voilà, pour ce qui est de la ligne violette, là ça c'est une FAQ, une foire aux questions que l'ANSSI a publiée sur son site et que je vous enjoins à aller voir parce que c'est très intéressant, où elle donne des dates sur différentes comment dirais-je, date clé voilà, de la façon dont elle envisage pour elle-même la migration post-quantique, avec une vraie incitation à commencer dès aujourd'hui le discovery, l'inventaire, donc on est tout à fait dans le thème. Et puis en 2027 et 2030, tout d'abord une obligation pour la qualification des produits d'embarquer de la PQC, et puis en 2030, une forte injonction à ne plus utiliser la cryptographie traditionnelle. Donc vous voyez que tout cela se tient entre l'Europe, la France, les États-Unis, et que 2030-2035, c'est les horizons auxquels il faut penser pour sa remédiation post-quantique, et que pour arriver à temps à ces dates-là, il faut commencer dès maintenant son inventaire. Alors, donc un des vrais sujets, c'est donc l'inventaire, c'est-à-dire c'est une étape nécessaire, première à toute migration réussie. Et donc, ça consiste vraiment à
récolter, comprendre tous les usages de la cryptographie dans son infrastructure pour pouvoir vraiment faire une cartographie complète, comment dire, des graphes de dépendance entre vos applications, le réseau sous-jacent, les infrastructures réseau qui travaillent aussi dans votre infrastructure, les différentes librairies, par exemple, cryptographiques que vous utilisez, voilà. Comprendre vraiment les dépendances entre chacun pour savoir où agir, pour savoir où remédier, parce on peut pas migrer des assets, des actifs que l'on ne connaît pas. Et donc, cette étape d'inventaire, de discovery est absolument indispensable, mais c'est un travail qui est complexe. Pour cette raison compréhensible, c'est que il y a de la cryptographie qui est utilisée dans beaucoup d'environnements très hétérogènes, le réseau, les serveurs, les applications, les endpoints. Vous avez peut-être une PKI déployée, un CLM déployé, des bases de données qui manipulent des données plus ou moins sensibles. Et tous ces environnements très hétérogènes utilisent de la cryptographie. Et donc tout l'enjeu du discovery et de l'inventaire, donc d'abord discovery, ça veut dire trouver, et puis ensuite inventaire, inventorier. Donc d'abord on trouve, et puis après on fait un joli répertoire de tous ces actifs-là, eh bien, pour le faire, il va falloir s'armer de différents outils pour pouvoir trouver de l'information dans tous ces environnements hétérogènes. Et donc nous, ce que l'on propose chez CryptoNext, et vous allez voir qu'il va y avoir une vraie interconnexion avec Evertrust, c'est de proposer déjà un capteur qui est une sonde réseau, hein, qui vient analyser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'ensemble du trafic réseau et des protocoles réseau sous-jacents pour en extraire toutes les données, les métadonnées cryptographiques, donc les clés, les algorithmes de clés échangées, les algorithmes d'échange de clés, de signature, les clés AES sous-jacentes pour chiffrer la donnée, etc., etc. Et puis au-dessus, sur la couche analytique, d'avoir ce grand framework qui permet de collecter des données venant à la fois de notre capteur, et puis évidemment, on laisse ouvert la possibilité de prendre de l'information d'autres capteurs pour présenter aux crypto officers, au RSSI, à quiconque est chargé de la migration post-quantique, eh bien une visibilité en termes d'utilisation de la crypto, en termes de risque, tous ces actifs cryptographiques sous-jacents. Et donc là où ça va devenir très intéressant et ce qui va me permettre de faire une transition avec Jean-Julien, c'est que évidemment nous on vient plugger, on vient brancher notre son de réseau à notre framework d'analyse, mais comme je vous ai dit, on laisse ouvert la capacité à d'autres capteurs de venir s'intégrer et en particulier un CLM. Hein, ça nous semble particulièrement important d'avoir une intégration avec ces outils-là et on va voir que c'est vraiment, vraiment très fructueux comme coopération. Et donc là, je vais laisser la parole à Jean-Julien pour nous expliquer en quoi eh bien, les certificats sont vraiment un objet sur lequel faire front pour avoir une migration post-quantique réussie. Merci beaucoup Charles. Donc oui, effectivement, on va parler en fait de tout ce qui est découverte de certificats et en quoi c'est important, même déjà en fait indépendamment de tout ce qui est migration, transition au post-quantique. Donc déjà, faire un point en fait sur les certificats. Qu'est-ce que c'est qu'un certificat? Donc un certificat, c'est un artefact cryptographique qui vous sert essentiellement à faire trois choses: de l'authentification, du chiffrement ou de la signature. Il n'y a que ces trois usages pour un certificat. Il se trouve que ces certificats-là, en fait, on en met absolument partout. Donc, si on regarde ça d'un point de vue fonctionnel, vous ne le savez pas peut-être, mais depuis que vous êtes levé ce matin, vous avez consommé déjà des dizaines, voire des centaines de certificats. Pourquoi? Parce que vous avez reçu des emails qui pouvaient être signés, chiffrés en vous levant le matin. Vous avez regardé en fait votre site de news en HTTPS, ça consomme du certificat. Après, vous êtes allé dans votre voiture, vous l'avez démarré en fait, et donc la voiture, elle est connectée à un système d'infotainment chez votre fournisseur de véhicule. Elle a utilisé un certificat. Quand vous êtes arrivé au bureau, vous vous êtes branché à une borne électrique et sur la borne électrique, elle est équipée d'un certificat. Votre voiture est équipée d'un certificat pour qu'elle puisse s'authentifier mutuellement, remonter vos données de consommation. Donc en fait, ces certificats-là, on en met partout et donc d'un point de vue technique, ça se traduit par les mettre sur vos serveurs, sur vos applications, dans des HSM pour signer du code, au niveau du hardware ou pour sécuriser vos connexions réseau quand vous vous connectez au Wi-Fi.
ces certificats-là, en fait, ne pas avoir la capacité à les découvrir et les inventorier, ça a un coût, et ça a un coût, je dirais même, au-delà de tout ce qui est post-quantique. Chez Evertrust, en fait, on pense que quand on parle de CLM et d'automatisation, l'automatisation, en fait, effectivement, c'est extrêmement important de manière à éviter, en fait, tout ce qui est certificate outage. Mais au-delà de ça, nous, on pense que pour vraiment régler le problème de A à Z, il faut aussi avoir une notion de ownership et d'être capable, en fait, de savoir à qui en fait appartiennent vos artefacts cryptographiques, en particulier en fait les certificats, être capable de les relier en fait à des personnes et encore mieux à des équipes. Et donc ne pas faire ce travail d'inventaire et ce travail en fait de catégorisation et le fait de le relier en fait au propriétaire de certificat, ça a un coût. Ça a un coût déjà parce que en fait tous les certificats que vous ne maîtrisez pas vont potentiellement expirer, et donc quand un certificat expire, vous avez en fait du downtime sur vos applications, ce qui peut se traduire soit en fait par une perte de profit, hein, si vous avez un site web sur lequel en fait vous faites du commerce et qu'il n'est pas accessible, vous perdez de l'argent. Ça peut aussi en fait avoir des conséquences assez catastrophiques en termes d'image. Vous vous exposez aussi en fait à des risques par rapport à tout ce qui est compliance. En fait, si vous avez un besoin d'être compliant par rapport à des normes telles que DORA, NIS2 ou dans le monde bancaire tout ce qui est PCI DSS, en fait, ne pas avoir un inventaire, ne pas avoir la capacité en fait à découvrir vos assets de type certificat, ça va vous poser un problème. Vous allez avoir aussi tout ce qu'on appelle des security blind spots, c'est-à-dire que globalement, en fait, vous ne serez pas capable de savoir si vos certificats correspondent en fait à une politique cryptographique que vous avez définie en interne, s'ils vont expirer, ainsi de suite. Et accessoirement, en fait, vous allez aussi avoir des problèmes, en fait, je dirais, d'inefficience où vous avez en fait, si vous gérez vos inventaires à la main via des fichiers Excel, vous allez passer en fait un temps certain à vous occuper de ça, tant qu'il pourrait être en fait utilisé pour faire des choses à beaucoup plus forte valeur ajoutée. C'est aussi extrêmement important d'être capable de faire cet inventaire et cette découverte pour votre migration post-quantique. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde en fait les recommandations en fait des différentes agences pour migrer au post-quantique, en fait, ils recommandent en fait de faire plusieurs choses. Et donc déjà en fait d'être capable d'identifier tous vos assets. Donc la première étape en fait de votre migration post-quantique commence par faire cette phase de découverte et d'inventaire. Pourquoi faire cette phase de découverte et d'inventaire? En fait, pour être capable en fait d'identifier où sont vos assets cryptographiques et en fait sur cette phase d'identification, être capable en fait de définir quels sont en fait les ensembles ou sous-ensembles d'applications critiques sur lesquelles en fait il va falloir migrer en premier. Et donc ça va vous permettre de faire, donc comme le disait Charles, en fait la migration à la PQC, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts et en quelques mois en fait. Ça va prendre un certain temps et donc la recommandation, c'est d'identifier en fait tous les systèmes qui sont les plus critiques de manière à les traiter en premier et faire ce qu'on appelle en fait des vagues de migration priorisées. Donc, pourquoi c'est important en fait de faire cette migration et de la démarrer maintenant et de la démarrer en faisant de l'inventaire, c'est que si vous ne le faites pas, vous allez faire face en fait à un certain nombre de risques, en particulier en fait dans tout ce qui est secteur financier, secteur de la santé ou le secteur industriel. Donc, si on résume, en fait, si vous avez des données à caractère sensible, le fait de ne pas commencer votre migration post-quantique au plus tôt va vous exposer en fait aux problématiques de ce qu'on appelle Harvest Now Decryptor, c'est-à-dire qu'en fait toutes les données qui sont collectées aujourd'hui et sur lesquelles en fait les attaquants ne peuvent pas déchiffrer, avec l'avènement en fait de l'ordinateur quantique, ils le pourront, et du coup en fait la sécurité des données qui doivent rester pérennes dans le temps est compromise. Vous avez aussi les problématiques que vous avez certaines solutions, en particulier dans le secteur de l'industrie, où faire une migration et remplacer en fait vos artefacts va prendre un certain temps. En fait, quand vous mettez des certificats dans des avions, dans des voitures, dans des distributeurs de billets, où ce sont pas forcément des choses qui sont simples à remplacer et ça va prendre énormément de temps à remplacer. Donc, il faut le démarrer au plus tôt. Et enfin, tout ce qui est durabilité de la confiance, donc comme le disait Charles tout à l'heure, en fait, en particulier au point de vue de la signature, toutes les transactions en fait qui ont été signées avec des certificats aujourd'hui et qui doivent en fait perdurer dans le temps, cette confiance-là pourra être compromise en fait avec l'avènement
la cryptographie, enfin des ordinateurs quantiques, et donc il faut migrer à tout ce qui est post-quantique. Donc en fait, quelle est la vision qu'on a, nous, chez Evertrust, par rapport à comment est-ce qu'on doit réaliser en fait de la découverte de certificats. Donc la première étape, celle qui paraît assez évidente, en fait, c'est une étape en fait de collecte et de centralisation. Donc comment est-ce qu'on fait en fait cette étape de collecte et de centralisation? Donc on a différents, nous aussi, sensors qu'on va pouvoir utiliser. Donc par exemple, on va pouvoir réaliser des scans réseau. Donc dans les scans réseau, on va aller se connecter en fait aux différentes applications qui exposent un endpoint TLS pour aller récupérer le certificat. Déjà, un des premiers cas là où en fait on fait du better together avec CryptoNext, c'est que quand nous on va se connecter sur une application pour aller scanner en fait tout ce qui est certificat TLS, on ne va voir que la partie certificat serveur. Si par exemple cette application là en fait met en place ce qu'on appelle de l'authentification mutuelle par certificat, du MTLS, nous en fait sur un scan TLS on ne pourra pas le voir. Avec la sonde réseau qui est fournie en fait par CryptoNext, dans l'analyse du réseau, on sera capable de voir aussi bien en fait la partie du certificat serveur que la partie du certificat client. On va être capable d'importer en fait tous les certificats du Tenable Nessus, ce qui en fait vous permet de ne pas avoir à redéployer des sondes. On va être capable d'aller aspirer tout ce qu'on va trouver dans les Certificate Transparency List par rapport à vos auto-certifications publiques. On va être capable d'aller se connecter à vos différentes PKI pour absorber tous vos certificats. On va être capable d'aller se connecter à tous vos containers de certificats cloud, donc du Key Vault Azure, de la WSACM, du GCP GCM, voire en fait des vaults comme HashiCorp Vault. On va être capable d'aller se connecter à vos différents outils de réseau, donc vos load balancers, vos firewalls pour récupérer tout ça. Et donc le but du jeu, c'est de tout remonter, de collecter et de centraliser. Alors, historiquement, en fait, on s'arrêtait là, mais donc là maintenant ça fait quand même 7 ans qu'on développe nos softs et on s'est rendu compte qu'en fait il fallait aller plus loin que ça, en particulier pour aller atteindre en fait ce dont on parlait tout à l'heure, qui était le fait d'être capable de lier un certificat à un propriétaire. Donc là, il y a 3 étapes supplémentaires en fait qu'il est nécessaire de mettre en place si on veut faire les choses correctement et qu'elles soient vraiment utilisables, consommables en fait dans vos environnements. Donc la deuxième étape, c'est de faire en fait de la classification du routage, c'est-à-dire que quand on va détecter tous ces certificats, il faut être capable de savoir ce qu'on en fait. Est-ce que c'est un certificat qui a un intérêt dans le cadre de l'inventaire ou non? Si c'est pas le cas, autant le discarder, ne pas le prendre en compte. Une fois qu'il est découvert, par contre, et qu'on souhaite le traiter, est-ce que c'est un certificat en fait qui doit rester simplement découvert? Est-ce que c'est un certificat en fait sur lequel on veut être capable de rajouter de la métadonnée et de la notification, donc d'une certaine manière en fait le monitorer, ou est-ce que c'est carrément un certificat en fait qu'on veut être capable de manager, c'est-à-dire qu'on veut être capable de reprendre la main sur le cycle de vie et d'être capable après de le révoquer et de le renouveler. Troisième étape, une étape d'enrichissement de données, c'est-à-dire que le certificat en tant que tel, en fait, va manquer un certain nombre d'informations, à quelle équipe il appartient, à quelle application il appartient, où est-ce qu'il est déployé. Et donc, cette étape, c'est une étape d'enrichissement. Et donc là, on va être capable d'aller récupérer de la donnée depuis vos DNS, depuis des annuaires LDAP, depuis des annuaires Active Directory, mais aussi depuis des CMDB ou tout ce qui est plateforme ITSM, du ServiceNow, du Jira, de l'EasyVista, de manière en fait à aller enrichir les métadonnées en fait de votre certificat. Donc ce que nous on a dans notre produit on appelle des labels, donc en termes d'application, d'équipe, de sensitivity, de compliance level et ainsi de suite. Et donc à la fin de cette étape d'enrichissement, en fait, donc il y a les certificats en fait dont la donnée sera complètement enrichie et contiendra tout ce dont on a besoin. Mais parfois, en fait, on aura des informations qui seront manquantes. Et là, il faut être capable, en fait, d'aller flaguer, d'aller indiquer que ces certificats doivent être revus de manière à ce que les informations, les métadonnées en fait qui lui sont associées soient mises à jour en fait à la main par les opérateurs qui s'en occupent. Merci beaucoup Jean-Julien déjà c'est pour cette présentation vraiment très complète de l'intérêt et de la prééminence des certificats dans la sécurité en général et particulièrement dans ce sujet de la migration post-quantique. Alors, on se retrouve quand même sur beaucoup de points. Bon, déjà, faut quand même le dire, on est deux boîtes françaises. Voilà, donc dans un moment où on parle beaucoup de souveraineté européenne, voilà, on est deux boîtes qui, je pense, ont créé leur software from scratch dans des R&D françaises et ça vaut toujours le coup de le dire. Et pour ce qui est
du partenariat entre nos deux solutions qui vraiment se complètent parfaitement. Je crois qu'on peut encore en redire un mot, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a cette solution du CLM Evertrust qui est, comme tu viens de le décrire dans les largeurs, très, très capable de retrouver des certificats dans plein d'endroits différents avec plein de capteurs et de capacités différentes. Et puis nous, on a pris aussi ce sujet du réseau, alors pour voir plein de choses, hein, pour voir également la cryptographie dans échanger lors des échanges de clés, donc pas seulement les questions d'authentification, mais voilà, être capable de remonter toutes les métadonnées cryptographiques qui circulent sur le réseau. Et on s'est rendu compte en discutant ensemble qu'il y avait vraiment une façon de se compléter l'un l'autre pour cette étape de discovery. Je dis souvent que le discovery n'est aussi bon que le nombre de capteurs qu'on a réussi à déployer. C'est-à-dire plus on a une capacité d'aller chercher de l'information dans de nombreux systèmes, de façons les plus diverses possibles, plus on va avoir la capacité de retrouver un grand nombre d'actifs cryptographiques, et donc plus la visualisation, plus l'inventaire sera complet. Et donc là, c'est exactement ce qui vient d'être expliqué par Jean-Julien. Nous, on va pouvoir apporter, enrichir les informations collectées par le CLM d'Evertrust, notamment sur les sujets que Jean-Julien a décrits de MTLS, peut-être aussi sur d'autres protocoles que nous, on supporte avec notre son de réseau, pour voilà, récupérer le plus grand nombre de certificats possibles et les transmettre au CLM d'Evertrust. Et de manière, voilà, de l'autre sens, le CLM d'Evertrust, lui qui a cette base de données énorme de certificats, va pouvoir alimenter, nous, notre solution de Compass Analytics pour qu'on propose une vision la plus panoptique possible à 360 degrés, que ce soit pour les certificats évidemment, et puis pour tous les autres actifs cryptographiques voilà, qui sont utilisés dans votre infrastructure IT pour sécuriser votre infrastructure. Donc, on parlait de certificats, mais il y a évidemment aussi réussir à inventorier toutes les librairies que vous utilisez, tous les HSM que vous utilisez, toutes les applications que vous utilisez, voilà, tous les algorithmes sous-jacents qui sont utilisés, etc., etc., etc. Et donc, on voit qu'on a vraiment, encore une fois, deux solutions complémentaires et qui vont apporter, je pense, une capacité d'inventaire encore inégalée parce que voilà, encore une fois, l'alliance de nos deux technologies va réellement créer une vision la plus exhaustive possible de tous les certificats, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, qui circulent et qui sont utilisés dans votre infrastructure. Voilà globalement le message qu'on voulait vous porter aujourd'hui avec Jean-Julien, et je crois qu'il nous reste un petit peu de temps pour répondre à vos questions. J'ai une première question peut-être pour toi, Jean-Julien. Est-ce que Evertrust propose une PKI qui supporte la PQC dès aujourd'hui? Alors oui, notre PKI en fait est en capacité aujourd'hui de gérer des chaînes de confiance qu'on appelle legacy, hein, tout ce qui est basé sur du RSA, de la courbe elliptique, l'Edward, ainsi de suite. On est capable de gérer en fait des chaînes QS, Quantum Safe, donc FIPS 204 et FIPS 205, du MLDSA, du SLHDSA, et on est aussi en capacité de gérer des chaînes hybrides. Alors quand on parle de certificat hybride, en fait, ça va être un certificat globalement qui va contenir les deux technos, en fait, de la crypto legacy, donc celle qu'on connaît aujourd'hui, et de la crypto post-quantique. Donc là, il existe en fait un certain nombre de formats, une dizaine, je crois, si je me trompe pas. Donc nous, pour le moment, on supporte essentiellement un format qui s'appelle le format Catalyst. Et donc, c'est complètement disponible dans nos produits. C'est qualifié avec différents boîtiers cryptographiques, celui de Thales, celui du Timaco, et on est en train de travailler en fait sur la validation avec d'autres fournisseurs de hardware. Et c'est aussi intégralement supporté dans notre CLM, donc au niveau de la gestion du cycle de vie et des politiques d'automatisation. Long story short. Merci Jean-Julien. Et alors, une autre question un peu plus technique sur. Alors, je vais essayer de résumer la question. Comment est-ce que les Digital Signature Certificates
Alors, je crois que c'est une question sur le Harvest Node Decryptor et les certificats. La personne demande donc imagine que lorsque l'ordinateur quantique sera digne de ce nom, on refusera de toute façon les certificats signés avec d'anciennes signatures, et donc que le Harvest Node Decryptor, donc ce mécanisme qui consiste à absorber de l'information maintenant pour essayer de la déchiffrer plus tard, sera inopérant. Alors, si je peux essayer de répondre, Jean-Julien, c'est vrai que le Harvest Node Decryptor, on l'applique souvent à des données qui nécessitent une confidentialité de long terme, ce qui est la raison pour laquelle on propose et on conseille à nos clients de vraiment s'inquiéter au premier chef de ces données-là, hein, qui ont des durées de vie de confidentialité de 20, 25, 30 ans, voire plus, parce que c'est elles, en effet, qui peuvent être stockées aujourd'hui dans l'espoir de pouvoir déchiffrer une fois que l'ordinateur quantique sera opérant et accéder à la donnée qui aujourd'hui est inaccessible puisqu'elle est, elle est chiffrée avec des technologies qui ne peuvent pas casser ce chiffrement. Pour ce qui est des certificats et de l'authentification, la question du Harvest Node Decryptor s'applique moins. Pour autant, c'est tellement, les certificats sont tellement nombreux et présents dans les infrastructures IT qu'il faut commencer dès aujourd'hui quand même à faire cet inventaire, parce que sinon, de toute façon, vous serez en retard le jour où la régulation décidera d'arrêter les technologies qui embarquent de la cryptographie traditionnelle. Et donc là, c'est moins peut-être une question de Harvest Node Decryptor qu'une question de commencer dès maintenant, parce que le travail sera long, et il faut absolument arriver à temps avant que les échéances réglementaires et technologiques, qu'on arrive dans ce mur à la fois technologique et réglementaire. Est-ce que ça résume bien, Jean-Julien, Oui, ta pensée je suis d'accord également? avec toi, Charles. Effectivement, tout ce qui est quand on parle de signature, en fait, c'est pas tant un problème d'Harvest Node Decryptor. Effectivement, c'est plutôt un problème de quelle est en fait la durabilité qu'on souhaite associer à la preuve. À partir du moment où il y aura le QDAI, en fait, on sera capable de forger en fait des certificats. Donc, on pourra contrefaire des signatures, on pourra contrefaire de l'horodatage, et donc toute signature en fait qui aura été réalisée avant le QDAI, en fait, avec des techno legacy, sera potentiellement suspect. Donc là, c'est pas tant la raison pour laquelle il faut migrer, je dirais, relativement vite sur les aspects de signature, n'est pas tant en fait le fait qu'on souhaite en fait s'assurer que l'information va rester confidentielle dans le temps, c'est plus la preuve qu'on souhaite, la preuve, donc la signature en elle-même, qu'on souhaite pouvoir faire durer dans le temps. J'espère que c'est assez clair. Très clair pour moi, en tout cas, Jean-Julien. Et alors, il y a plein d'autres questions. Je vais essayer de répondre. On va essayer d'y répondre un peu plus rapidement. Alors, comment découvrir un certificat dans une transaction TLS 1.3? Voilà, ça c'est une très bonne question. Parce que comme vous le savez, avec l'arrivée du standard TLS 1.3, eh bien, le chiffrement se fait plutôt dans la négociation, et donc au moment où le serveur et le client, enfin surtout le client va vérifier le certificat du serveur, eh bien, cette partie de la négociation est déjà chiffrée. Donc évidemment, nous, notre sonde, par exemple, elle est passive, donc on ne va pas déchiffrer le tunnel déjà chiffré, hein, on ne s'occupe pas des clés de chiffrement. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à voir ces certificats? Et je pense que là, c'est vraiment un cas typique de coopération possible entre nos deux solutions, Jean-Julien, parce que nous, comme on voit le réseau en permanence, on est capable de savoir les endpoints qui discutent en TLS 1.3. Eh bien, en donnant cette information de ces deux endpoints qui discutent en TLS 1.3, ensuite, avec un scan actif de serveur, on peut aller chercher de manière plus active, donc cette fois le certificat, en pingant précisément le serveur qui a discuté. Donc c'est ça une façon de contrecarrer cette surcouche de sécurité qui est une très bonne chose, hein. Il faut absolument mettre du TLS 1.3, c'est une bonne recommandation de sécurité. Mais pour en effet recouvrir les certificats, eh ben, cette fois, il faut être un peu plus malin et passer par l'identification des endpoints et ensuite un scan actif pour récupérer le certificat. Et donc c'est vraiment là en fait où nos deux solutions vont se compléter, puisqu'en fait nous on va obtenir l'information en fait de la part de Cryptonex qui a en fait des assets cryptographiques sur je dirais deux endpoints, et donc nous on sera capable d'aller faire un scan actif pour récupérer en fait le certificat serveur en s'y connectant, et on a aussi en fait la capacité à faire des scans locaux sur les différents serveurs et applicatifs, et donc on sera en recroisant les données en fait avec les infos qu'on a qui remontent en fait de Compass, on sera capable d'obtenir la map complète. Tout à fait. Alors on demande si il y aura lieu, s'il y aura une offre packagée entre nos deux solutions.
Alors nous, aujourd'hui, on est capable de vous dire que on va réaliser cette collaboration entre nos deux outils, cette intégration entre nos deux outils pour le premier trimestre 2026. Et donc, en effet, je parle pour ma tambouille, hein, pour Compass, si on arrive avec nos sondes, avec notre analytics dans un environnement qui a déjà Evertrust de déployer, le CLM d'Evertrust, eh bien, on pourra de manière très simple se connecter au CLM pour récupérer des certificats et alimenter notre base d'actifs cryptographiques pour encore une fois enrichir la vision que vous avez de l'ensemble de vos actifs cryptographiques. C'est comme ça que ça va se passer. On va s'appuyer sur le déploiement du CLM d'Evertrust dans votre infrastructure pour voilà, s'y connecter et puis récupérer et enrichir notre base de données. J'imagine que l'idée sera un peu similaire, Jean-Julien. Ah, complètement, en fait, c'est vraiment Évidemment. une idée de faire ce qu'on appelle du co-sell, en fait. C'est-à-dire que là où en fait la solution CryptoNext sera déployée, il y aura un intérêt en fait à mettre la nôtre puisqu'elles sont compatibles, et là où nous on a déployé notre solution, il y aura un intérêt à mettre celle de CryptoNext puisqu'on est compatible. Merci beaucoup. Alors, il y a encore 3 questions, dont 2 ont trait à la crypto-agilité. Donc c'est un vrai sujet qui mériterait qu'on en parle longuement et on va bientôt faire un webinaire dessus. Donc je suis désolé pour ceux qui ont posé cette question, mais déjà, vous pouvez nous contacter par ailleurs et de toute façon, on fera une communication sur la crypto-agilité bientôt pour voilà, ne pas survoler, mais en voir toutes les implications. Donc en effet, il y a un vrai sujet de crypto-agilité pour pouvoir changer un peu à la volée les algorithmes de cryptographie. En revanche, il y a une dernière question sur les performances, sur les impacts en termes de performance réseau de nos sondes chez CryptoNext. Alors nous, ce qu'on conseille, c'est de déployer nos sondes derrière des taps, donc qui font une réplication physique du trafic, et comment dire, on coopère avec des vendeurs de taps qui nous assurent des performances qui n'impactent pas la latence, qui n'impactent pas les performances réseau sous-jacentes. Et donc à la question, est-ce que le déploiement de ces sondes impacte réellement le réseau? La réponse est plutôt non. Je dis plutôt parce qu'on discute aussi avec des clients qui travaillent dans le monde de la finance, qui font des transactions avec des durées des fréquences de l'ordre de la picoseconde, ce genre de choses. Et donc, dans ces cadres très précis, évidemment, il faut regarder de manière un peu plus attentive. Mais en règle générale, encore une fois, le TAP fait très bien son travail et n'induit pas de latence supplémentaire dans le réseau sur lequel on vient installer la sonde réseau. Voilà globalement, j'espère qu'on a fait un tour relativement exhaustif des interrogations que vous avez pu avoir à la fin de ce webinaire. En tout cas, encore une fois, ce webinaire va en appeler d'autres sur plein de sujets. Jean-Julien côté Evertrust et nous côté CryptoNext, on est bien sûr ouvert à des mails, à des calls si vous avez d'autres questions plus précises. Et il me reste à remercier très très chaleureusement Jean-Julien pour son temps aujourd'hui et à vous remercier. Et Jean-Julien, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Charles, merci à tous en fait d'avoir participé au webinaire, et merci Charles de nous avoir invités, c'était avec plaisir, et on reviendra quand tu veux. Très bien, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée à tous. Bonne journée à tous, au revoir.